Bonjour tout le monde, bienvenue dans Fais voir ta région. La forme, Yvan? La forme, Andrea, et toi? Eh bien oui, je me réjouis de ce moment. Une interview touchante et poignante. Aujourd'hui sur le plateau, Adriano De Piero. Oui, le footballeur du Stade Lyonnais a vécu un traumatisme crânien très important. Il a dû traverser des épreuves assez compliquées et il a accepté de venir nous en parler. Quant à moi, direction le GOL, on va en parler également avec un neurologue, du diagnostic jusqu'à la prévention. À tout à l'heure, Yvan. À tout à l'heure. Oui, l'expérience qu'a dû vivre Adriano De Piero est très compliquée. C'est une histoire de résilience, une histoire d'optimisme aussi, et une histoire d'effort. On va en parler avec lui tout de suite. Fais voir ta région, c'est parti! Un seul coup peut avoir de graves répercussions s'il est donné à la tête et que le cerveau est atteint. Le 22 novembre dernier, notre invité disputait un match de football avec son club, le Stade Lyonnais, quand un coup de pied a tout changé. Et aujourd'hui, il en subit toujours les conséquences. Sa réhabilitation est toujours en cours, mais il a gentiment accepté de venir témoigner sur notre plateau des efforts qu'il consent pour retrouver sa vie d'avant. J'ai le plaisir d'accueillir Adriano De Piero. Salut Adriano. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venu. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Yes. Adriano, encore merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de quelque chose finalement d'assez intime. J'ai envie d'abord de vous demander comment ça va? Bah, ça va plutôt bien pour être positif, mais j'évolue en fait de chaque jour de mieux en mieux par rapport au coup que j'ai reçu. On peut dire un pas après l'autre? Exactement, je pense que c'est le mot, ouais, je pense que c'est juste. Le moral? Le moral, en fait, j'ai toujours gardé un bon moral, du coup j'ai un bon moral et plutôt positif. Enfin, je garde toujours un peu cet aspect positif. Alors, avant de parler, à proprement parler de votre réhabilitation et de tous les efforts que vous avez consentis pour ça, rappelons les faits. Donc, 22 novembre, un match de Challenge League contre Vaduz. Un coup de pied en menton, un coup au lapin, et puis plus rien. Ouais. Racontez-nous ce que vous pouvez. Ouais, mais en fait, j'ai pas trop de souvenirs du jour J, en fait, jusqu'à ce qui a suivi les quelques jours après. J'ai pas de souvenirs, en fait, mais j'ai même pas trop souffert. Enfin, j'ai pas eu de douleur. On m'a expliqué un peu l'événement. J'ai pas regardé non plus les images encore. Et apparemment, coup de pied sous le menton, coup du lapin, ça a dû toucher les cervicales, et puis peut-être le cerveau a bougé aussi. Et j'étais un peu dans la nuit complète. Et puis voilà, mais en fait ça s'éteint, quoi. Enfin, t'es dans la nuit, quoi. Enfin, mais j'ai pas de souvenir, après ce qu'on m'a expliqué, parce qu'on m'a témoigné un peu le... C'est pas revenu? Non, non. Et pourtant, j'ai cherché pendant des nuits, quand j'étais au centre, après je t'expliquerai, et j'ai essayé d'essayer de travailler pour que ça revienne, mais il n'y a pas eu de retour, j'ai pas eu de souvenir. Concrètement, vous avez pu reconstruire un petit peu de cette période-là avec ce qu'on vous a expliqué après coup. Quels étaient les effets principaux après ce choc? Les effets plutôt physiques, on va dire que je ne savais plus marcher. Enfin, il fallait tout recommencer, en fait. Je veux dire, là, je viens d'avoir 34 ans, mais fait vraiment que en fait, tu repars de zéro, enfin presque zéro, avec un peu ton vécu que tu avais dans le passé, mais ça se coupe. Et en fait, tu ravances comme ça. Il faut réapprendre des choses basiques. Exactement, ouais. Marcher, c'est une chose, mais aussi peut-être se souvenir. Aussi, ouais, c'est... Se concentrer. Ouais, c'est des étapes, même à écrire, par exemple. Moi, quand j'écrivais, au début, en fait, j'écrivais... les neuropsys m'ont donné des techniques, mais j'écrivais de normal, on va dire, ma première lettre, puis après de plus en plus petit. J'avais une écriture qui venait de très petite. Puis du coup, on m'a donné des techniques de respiration, tout ça. Puis en fait, tu dois réapprendre même à écrire, quoi. Enfin, à tout. La confiance et le doute, ça faisait partie d'un yo-yo à cette période-là, ou vous avez toujours gardé confiance? Je crois que j'ai toujours gardé confiance. J'ai pas eu de doute par rapport à ma confiance, et ça m'a appris énormément l'accident. Mais j'ai pas perdu confiance en moi ou... En fait, j'étais assez serein dans la situation, on va dire, dans l'aventure. Ouais. Vous avez jamais eu peur? Non.
Mais j'ai pas eu peur, mais peut-être je me rendais pas non plus compte. J'avais un peu d'inconscience et du coup, ça me mettait pas une peur. Enfin, je subissais un peu l'événement, mais en étant positif et puis en étant presque sûr de moi, quoi. Enfin, après, peut-être, j'ai presque plus fait peur aux gens autour de moi que moi-même, à moi-même. Enfin. Alors, les gens autour de vous, justement, notamment votre famille, Ouais. a été très, très présente dans cette épreuve avec vous. Quelle importance ça a eu pour vous? Ça a été une grande importance. Bah, en fait, je me suis jamais senti seul. Et puis, même si tu réalises pas vraiment les choses, en fait, j'ai toujours eu un accompagnement, enfin, un peu une stabilité sur quoi m'appuyer. Puis aussi leur témoignage qui m'expliquent un peu les événements, tout ça. Et en fait, c'est un cadre un peu familial. Du coup, ça me fait trop du bien d'être un peu entouré de gens que t'aimes et puis avec qui t'as grandi, enfin, toute ta vie, quoi. Vous m'aviez dit hors antenne que votre père était devenu un peu votre secrétaire. Ouais. C'est vrai? Ouais, il a beaucoup pris tout ce qui est le natal, j'ai beaucoup laissé de côté, enfin, pour me réhabilitiser. Réhabilité, ouais. Et puis du coup, il est devenu un peu mon secrétaire dans le sens, il prend les appels, il prend les rendez-vous. Enfin, du coup, moi, j'ai laissé un peu tout ça de côté pour vraiment me concentrer sur ma remise en forme. Le téléphone, justement, vous êtes aussi coupé des réseaux et tout ça. Ouais. C'était une façon de garder un cocon, la paix, ou bien c'était vraiment pour vous concentrer sur l'essentiel? Je pense qu'il y a une façon de garder un peu la paix, le cocon. Puis en fait, tu prends un peu de recul sur la chose et puis tu deviens, je vais pas dire humble, mais tu deviens un peu aussi, tu as moins besoin de t'exposer. Enfin, tu vis un peu en fait, tu vis les instants présents avec les gens, surtout. Peut-être t'écris moins, mais tu profites aussi de les voir. En fait, l'importance de l'être humain, enfin, de se voir, et peut-être moins d'être à écrire ou à poster des photos, mais tu vis vraiment plus le truc, la réalité. Et pour moi, c'est important maintenant. Paradoxalement, ça vous a aussi coupé d'innombrables messages de soutien. Vous m'avez dit que vous en aviez des centaines, que vous avez rallumé votre téléphone, que vous avez vu ça, vous l'avez rééteint tout de suite. Ouais, j'ai reçu, mais, pas des centaines, mais presque des milliers. Enfin, j'ai à peu près 1000 messages sur WhatsApp. Et quand j'ai vu tout ça, en fait, le temps pour répondre à tout le monde, enfin, l'importance que... Parce que moi, je mets une certaine importance à... Je voulais tous les répondre, enfin, c'était important. Et en fait, j'étais devant une montagne et j'étais pas prêt mentalement, en fait, à les répondre. Et puis, même tous ceux qui ont contacté mes amis, enfin, avec qui eux, ils n'avaient pas mon numéro, bah, ils ont contacté mes amis que eux ont répondu pour moi. Enfin, du coup, il y a eu énormément de messages que j'ai reçus. Puis, enfin, voilà. Ça fait chaud au cœur, un tel soutien? Ouais, ça fait... en fait, je pensais pas que ça allait avoir un tel impact. Et puis, je me suis dit, c'est un coup anodin. Puis, tu sais quoi, Et en fait, quand j'ai vu, en fait, que c'était assez sérieux, et j'ai vu les messages de soutien, enfin, et j'ai vu l'ampleur que ça a pris un peu, je me suis dit, c'est comme cool, ça te donne comme... ça te donne un peu du courage. En fait, moi, j'ai reçu des messages ou des lettres, des gens qui ont écrit, et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et je pense que je vais les garder, ces lettres, pour me donner de la force dans la vie, quoi. Enfin, ouais, c'était très touchant. Une scène touchante que j'ai pu vivre avec vous vendredi à Colevray, on a vu Senderos, un joueur retraité désormais, mais bien connu, qui a été membre de l'équipe de Suisse, qui est venu vous saluer, qui avait l'air presque gêné de venir vous gêner justement. Ça vous fait quoi, ça? Je crois que j'ai été très touché par sa venue, je ne m'attendais pas du tout. Et aussi par rapport il m'a fait un gros câlin. Enfin, et puis du coup, le câlin m'a... En fait, j'ai compris un peu, pas la personnalité, mais il y a une importance en fait dans l'être humain. Et je me suis dit, d'avoir eu le câlin de Senderos, j'ai trouvé ça vraiment sympa, cool en fait. Puis ça m'a redonné un peu, j'ai trouvé très humble en fait de sa part. Et alors que je le connais pas du tout, puis certainement peut-être qu'il me connaît pas. Je crois qu'il était là au match quand c'est arrivé. Et puis ça m'a fait du bien. Il y a une espèce d'empathie peut-être partout dans ce milieu du foot, de se dire finalement ce qui lui est arrivé, c'est très grave, mais ça arrivait sur un coup, et ça aurait pu m'arriver à moi. Ouais, je pense peut-être pour les joueurs actuellement qui jouent, ça peut leur arriver. Peut-être un joueur aujourd'hui qui a pris un peu le pas de retraite, peut-être ils sont plus un peu à l'abri, mais comme de faire attention que ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Y compris quand on fait autre chose que du sport. Oui, clairement, ouais. Donc un coup à la tête, finalement, ça peut avoir ses répercussions graves, difficiles à quantifier,
On s'en remet pas forcément tous de la même manière. Clairement. C'est complexe. Andrea, ma collègue, s'est rendue à l'hôpital de Nyon pour parler avec un neurologue de diagnostic, de symptômes, de prévention. On va voir ça. Docteur Julien Niederhauser, bonjour. Bonjour. On va parler du trouble crânio-cérébral. En quelques mots déjà, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une pathologie plutôt fréquente qui résulte d'un traumatisme à la tête. Donc ça peut être banal comme ça peut être plutôt sévère. Qu'est-ce qui distingue le fait que ce soit banal ou sévère? Alors on classe les choses en léger, modéré, sévère en fonction de la durée de la perte de connaissance et de la durée des symptômes qui suivent le traumatisme crânien. Donc soit les gens récupèrent en moins de 15 minutes, perdent pas connaissance et à ce moment-là c'est banal, soit les gens perdent connaissance peut-être un peu plus longtemps et gardent des symptômes plus d'une journée et là on s'inquiète un peu. Oui, le cerveau a un muscle fabuleux, hein. Il y a plein de choses à étudier, à savoir, mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un muscle si fragile finalement? Bon, déjà, parce que c'est pas vraiment un muscle. Donc, c'est un organe qui est quand même un peu plus sensible que les muscles. Il se développe sur des années. En général, les gens ont un cerveau qui arrive à maturité vers l'âge de 20 ans, 25-30 ans. Ensuite, les connexions augmentent encore jusqu'à l'âge de 40 ans. Et puis, progressivement, on perd des cellules et on perd des capacités cérébrales. Donc, c'est vrai que on a tellement de connexions acquises dans la vie que n'importe quel traumatisme peut dérégler ces réseaux et modifier le fonctionnement. On entend beaucoup parler de ce fameux coup du lapin. Oui. Un coup du lapin, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une entorse cervicale. Mais le coup du lapin, il y a tout un débat. Est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Probablement que oui, ça existe dans des cas sévères. Mais il y a beaucoup de coups du lapin qui n'ont pas été reconnus par les assurances ou les jugements au tribunal fédéral, par exemple, pour la reconnaissance à l'assurance invalidité. Donc le coup du lapin existe, c'est la tête qui part vers l'avant, ensuite qui repart vers l'arrière, ce qui fait une entorse cervicale. Est-ce qu'on en garde des conséquences? La majorité des cas, non. Parfois, si on peut démontrer radiologiquement, cliniquement que c'est très sévère, on pourrait le reconnaître. La plupart des cas ne seront pas reconnus. À partir du moment où il y a un trauma, comment est-ce que vous allez accompagner les patients de manière générale? C'est pas nous qui faisons la prise en charge initiale. La prise en charge initiale, maintenant, elle est transmise par les fédérations sportives. Donc, les patients qui présentent des traumatismes chez nous, c'est plutôt dans tous les sports de contact, sports où on joue avec la tête. À ce moment-là, si on voit qu'il y a une possible commotion cérébrale, il faut dépister les patients. Est-ce qu'ils ont perdu connaissance? Est-ce qu'ils sont confus? Est-ce qu'ils ont des nausées? Est-ce qu'ils ont des maux de tête, des vertiges? Et à ce moment-là, s'ils ont des symptômes, ils doivent être retirés du jeu. Donc ça, c'est la chose principale. Après, il y a d'autres situations, par exemple les accidents de la route ou un accident de vélo, par exemple. À ce moment-là, les patients souvent viendront à l'hôpital et seront traités à l'hôpital. On dit que si les patients gardent des symptômes, à ce moment-là, on doit leur conseiller soit d'être surveillés, soit de rentrer à la maison, mais de ne pas reprendre leur activité sportive pendant une certaine durée, au moins jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Tant qu'on a des maux de tête, tant qu'on a des vertiges, des nausées, des difficultés de se concentrer, on devrait ne pas reprendre à temps plein l'école, le travail, et très progressivement l'activité sportive. Donc surtout éviter un deuxième choc à la tête. Oui, justement, ce qu'on craint, c'est ce deuxième choc. Oui. Vous en parlez, pourquoi? Parce que le cerveau est dans une période vulnérable. Après ce premier choc, il est en train de se réparer, si on veut dire. Hein. Et donc, dans cette période de réparation, le cerveau est très sensible au deuxième choc. Et ce deuxième choc, surtout s'il est modéré à sévère, va conduire à des conséquences au long terme. Vous avez parlé tout à l'heure de ces fédérations sportives qui ont un peu plus réglementé les choses, en tout cas sur un terrain de foot, par exemple. Cette réglementation, ces étapes, c'est lesquelles? Il y a une échelle qui est proposée au niveau international qui s'appelle SCAT-5, qui permet d'aller soit sur le terrain, soit en dehors du terrain, vérifier qu'un athlète a des symptômes qui font penser à une commotion cérébrale, et si c'est le cas, il va être retiré immédiatement du jeu. Donc on teste sa mémoire, sa capacité de se concentrer, est-ce qu'il a des vertiges, est-ce qu'il a des maux de tête, on va lui poser des questions simples comme qui a marqué le dernier but, quelle était la dernière équipe contre laquelle ils ont joué, etc. Et si la personne a des difficultés, immédiatement elle va être retirée du jeu. Est-ce qu'on peut comprendre que du coup le trauma crânio-cérébral n'était jusqu'ici pas assez pris en charge, ou en tout cas pas assez pris au sérieux? Certainement. Donc il y a toute une histoire, disons chez nous on est moins rugby et football américain, mais dans les pays qui pratiquent ces sports, en particulier aux États-Unis, il y a eu le développement de cette encéphalopathie traumatique chronique
En fait, c'est des athlètes qui vont faire des traumatismes crâniens à répétition. Et ces traumatismes crâniens vont conduire à des troubles de mémoire, à des troubles du comportement, une agressivité, une dépression, une anxiété. Et ces athlètes sont finalement en fait handicapés par ces conséquences au long terme des traumatismes crâniens répétés. Et donc il y a beaucoup d'athlètes, par exemple la Fédération américaine de football américain, qui ont déposé plainte contre la fédération parce que pour manque d'informations et puis pour probablement le côté économique qui passait avant la santé des athlètes. Si on avait un petit message à donner à toute la population, peut-être l'idée de porter son casque aussi quand on est à vélo, quand on est sur les pistes de ski. Je pense que porter son casque, c'est indispensable, mais aussi la vitesse. Donc, il faut bien imaginer que la vitesse va influencer le résultat du traumatisme. Donc, si on descend une piste à ski à 50 km/h ou à 80 ou à 100 km/h, la conséquence du traumatisme sera toute différente. Donc, il faut mesurer les risques probablement quand on exerce une activité. Docteur Julien Niederhauser, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Très belle journée à vous. C'était un plaisir, merci à vous. Adriano, on voit dans le discours qu'on vient d'entendre, Ouais. le cerveau, c'est une mécanique de haute précision, mais c'est aussi très fragile. Ouais. Dans plusieurs sports, notamment le football, il existe désormais ces fameux protocoles commotion. Est-ce que c'est une démarche qui vous semble justifiée d'autant plus maintenant? Oui, clairement. Je pense qu'il faut aller de l'avant, puis je crois qu'il faut protéger comme le cerveau. Et puis que ça soit des sanctions sur le terrain, avec des cartons, ou vraiment protéger le cerveau, parce qu'avant, tu veux déstabiliser l'adversaire en lui mettant un coup mais en fait, ça peut être dangereux sur le long terme. Mais là, c'est dans un cas volontaire. Ce qui vous est arrivé n'était pas vraiment volontaire. Non, c'était. Mais ça arrive pas tout le temps. Mais en fait, c'est un sport de contact. Et puis, en fait, dans tous les sports, et je crois que ce suivi qui est soit avec les médecins, en fait, j'ai bien aimé le reportage, mais quand on est sportif, en fait, le mental, il est très important. Mm-hmm. Mais c'est un mental un peu... c'est pas un mental d'étudier, c'est un mental c'est pas scolaire, mais c'est un mental, un autre mental sportif. Et en fait, d'en prendre... Ouais, de vécu aussi, et puis un peu de sacrifice, tout ça. Mais le mental, il travaille beaucoup. Et d'être comme suivi, d'être un peu sécurisé là-dedans, je crois que c'est important. Dans le foot, notamment en Grande-Bretagne, il y a plusieurs enquêtes en cours pour essayer d'étudier sur le long terme les effets, notamment du jeu de tête sur les juniors, parce qu'on manque de données, on n'arrive pas à savoir sur la durée les effets réels. Il y a toutes les écoles, il y a plusieurs choses qui s'affrontent en la matière, mais à votre avis, c'est justifié de prendre ces précautions-là, peut-être d'interdire le jeu de tête chez les juniors? Alors, interdire, je sais pas. Je crois que je vais pas me positionner là-dessus, mais en fait, moi, je suis un cas où j'étais jeune. Je lançais le ballon, en fait, j'avais aucune idée. Je mettais la tête, parce qu'on sait pas. Puis je me suis pas dit que c'était pas bien, puis du coup, j'ai mis la tête. Mais je pense que c'est important pas d'interdire, mais que les jeunes, ils savent en fait l'importance aussi pour les neurones, de connaître l'importance de l'impact. Et je veux pas dire d'interdire, parce que moi, j'étais un peu... quand t'es jeune, t'es un peu dans l'insouciance. Et du coup, tu mets la tête un peu partout. Ou moi, je faisais du vélo, je mettais pas de casque. Aujourd'hui, c'est le premier truc que je mettrais un casque, quoi. Vous le referez plus, ça, non? Je pense que tu prends un peu de recul et tu veux comme protéger le cerveau. Du coup, je vais comme bien le protéger sur chaque activité. Puis un peu, si t'as pas vécu la chose, t'es un peu inconscient. Du coup, tu pars vélo sans casque, tu roules, tu dis ça va jamais m'arriver. Et là, c'était un coup au foot et on en reçoit des coups, coup de pied. Et puis finalement, ça arrive ce qui est arrivé, quoi. Alors justement, ce qui vous est arrivé vous a mis dans un état physique qui était compliqué. On a parlé de votre mental, vous êtes resté optimiste. Ouais. Mais physiquement, vous avez eu beaucoup de boulot à faire. Mm-hmm. Vous êtes allé à l'institution de Lavigny pour votre réhabilitation. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? J'étais dans un état d'esprit de m'améliorer un peu chaque jour. Je partais sur ce point-là, mais j'étais très bien suivi avec les infirmières, les physios, les ergos, neuropsy. Et franchement, ça n'a pas été facile. Je suis arrivé là-bas en sachant plus marcher, et puis en fait à vouloir progresser en fait chaque jour.
Et je suis parti sur un état d'esprit un peu, on va dire, positif, puis à m'améliorer, quoi. Plutôt un pas après l'autre ou alors avec un objectif précis, lointain? Bah, tu as l'objectif de récupérer, puis de revenir un peu à ta forme que tu as connue. Et puis même de surpasser un peu, de t'améliorer. Mais en fait, il y a un long pas, puis tu peux pas sauter les étapes. Vraiment de commencer petit pas par petit pas. Et c'est pas facile parce que tu dois... Bah, t'as l'impression que tu repars vraiment de loin. Et en fait, bah, y a de l'amélioration, mais ça prend vraiment du temps. En fait, c'est très long, en fait. Vous avez eu de la frustration à un moment donné? Peut-être dû à l'espoir que vous vouliez aller plus vite? Non, j'ai frustration, oui et non, mais plutôt au niveau football, quand je faisais avec la physio, enfin des passes, et je la remettais, puis elle me disait un peu des compliments, bien joué, tout ça. Et bah, c'était bien joué, mais en fait, mon niveau que j'avais avant, en fait, il n'était pas comparable à ce que je faisais. Puis moi, je lui disais, ouais, c'est encourageant, mais en fait, j'étais tellement loin de mon niveau. Et je lui dis, bah, je reviendrai dans 5 mois, puis je te montrerai ce que c'est bien joué. Enfin, mais il y avait du progrès chaque jour, du coup, c'était intéressant. Vous en êtes à combien de jongles maintenant? Je crois que j'ai fini ma dernière journée à Lavigny. Je crois qu'on n'a pas rejonglé, mais je crois que j'ai fini avec un peu plus de 70, où j'étais assez à l'aise. Et puis, je voulais finir avec 100 pour partir de là-bas. Mais en fait, il y a eu un peu une collectivité où on a tous joué un peu au foot une dernière fois avant mon départ. Puis du coup, j'ai pas rejonglé. Enfin, du coup, j'ai fini à 70. C'est déjà pas mal. Enfin, moi, je serais très incapable de le faire. Hein, non, mais c'est pas mal. C'est loin de votre niveau, vous disiez. Ouais, non, clairement. À un bout de moment, tu comptes plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as un accident comme ça, en fait, j'ai revécu un peu une sensation que quand j'étais jeune. Et je suis à l'école et je jongle et tu fais ton record 10. Et en fait, dans le cerveau, tu as une sensation que tu es trop content. 10, 11, 12. Puis en fait, chaque jour, tu évolues. Puis en fait, à un bout de moment, quand tu es pro, bah, tu comptes plus. En fait, tu arrives à 500, 1000. Puis en fait, c'est devenu une habitude. Et là, j'ai eu des sensations de jeunesse, de progression, de record, et que je savais même plus que ça existait, quoi. Du coup, c'était bonheur. On a parlé des physios, des ergos, des neuropsys. À quel rythme ça se passait, ça? Vous disiez un jour après l'autre, un pas après l'autre. Mais ouais. En réalité, aujourd'hui, vous quantifiez comment votre progrès par rapport au jour où vous êtes arrivé à Lavigny? Bah, c'était, je vais pas dire que c'était assez long. C'est le corps, enfin le cerveau, il prend vraiment du temps. Et c'est pas du jour au lendemain. Tu peux sauter. Enfin, t'arrives pas à courir et ton coup t'arrives recourir. Moi, je pensais un peu à ça. Mais et j'ai vu que c'était vraiment le pas, il est vraiment petit. Mais en fait, il y a un pas. En fait, même avec tous les gens que je voyais, que je côtoyais, les patients, je voyais qu'il y avait des petits pas, mais vraiment minimes. Puis à un bout d'un moment, au bout de 10 jours, tu vois un peu le pas et en fait, tu vois la progression. Vous avez eu d'autres exemples de personnes qui traversaient aussi ce type d'épreuve à Lavigny. Ça vous a inspiré? Ouais, j'ai vu des gens qui ont eu des AVC où j'ai pu communiquer avec eux, ou même des virus, où ils avaient des paralysies. Et ouais, j'ai progressé, mais en fait, j'ai une nouvelle vision un peu de la vie. J'ai pris un peu de recul ouais, j'ai pris du recul et j'ai pris de l'enseignement en fait sur la vie. Et puis je suis un peu plus pas les pieds sur terre, mais en fait, en même temps, il y a une grande ouverture qui s'est faite. Et en même temps, il y a les pieds qui sont revenus un peu plus sur terre aussi. Alors, si vous avez évoqué ces enseignements, parce qu'on peut parler presque de philosophique, vous avez parlé d'humilité aussi à un moment donné. La résilience, ça vous dit quoi? C'est compliqué. Vous arrivez à me dire un peu plus? Oui, c'est-à-dire la capacité à s'accrocher. À ça, j'ai envie de dire qu'on est né avec. Soit on l'a, ou soit on l'a pas, forcément pas. J'ai vu aussi des gens qui c'était un peu plus compliqué pour eux. On va dire la résilience, bah, c'est pas qu'ils faisaient pas d'efforts, mais ils sont plus, on va dire, tranquilles. Et puis il y a des personnalités où ils donnaient tout. Enfin, j'ai vu même des gens âgés qui ont eu des AVC, ils étaient vraiment à tout donner, à mettre le paquet pour retourner dans une vie normale, pour retrouver leur chez eux, leur chez-soi. Et puis des gens qui faisaient un peu moins. Ouais, la résilience, je crois que moi, je l'avais
pas en moi, mais c'est un truc, c'est un peu dans mes gènes, on va dire. Une attitude. Ouais, c'est une attitude que je pense qui est un peu propre à chacun. Et la fragilité de l'existence? Ouais, c'est beaucoup plus fragile que ce que je pensais. Pas que... ouais, moi, je m'étais... On est un peu inconscient quand tu vis, on va dire, dans le monde normal. On fait du foot, on fait du vélo, enfin, tu vis l'activité. Quand il t'arrive un accident comme ça et tu vois un peu une autre réalité, enfin, par exemple, du centre où j'étais, et tu vois un peu un autre monde, en fait, ça te remet en question un peu sur la vie. Puis c'est un endroit où tu n'irais jamais. Tu n'irais pas visiter un centre pour le plaisir, quoi. Et du coup, en fait, de mettre les pieds là, dans le centre, tu vois en fait une autre réalité et forcément, des fois, les gens, ils ont une bonne hygiène de vie. J'ai pu parler avec des gens qui étaient assez irréprochables, peut-être pas qui fumaient ou alcool, tout ça, puis d'un coup, ils ont une crise, un accident ou un AVC, puis, et des fois, tu te dis, mais tu peux te poser la question, pourquoi? C'est comme dans les décès, mais en fait, tu te dis, pourquoi ils ont eu ça? Enfin, en fait, il y a un destin, je pense, un peu à tout le monde, et puis, enfin voilà, après, il faut se battre, il faut toujours aller de l'avant, enfin, c'est comme ça, je pense. Pour ça, un objectif, ça peut aider. Vous, à 34 ans, votre objectif, ça reste de revenir sur les terrains? Ouais, j'ai plusieurs objectifs, mais je pense que c'est un objectif en fait qui va aussi me remettre sur pied, puis aussi d'atteindre mon but. Enfin, j'ai quitté le foot et en fait, je veux revenir en fait à mon niveau, même à dépasser mon niveau, puis ça me prendra un peu de temps. En plus, c'est mental. Du coup, il parlait sur la vidéo, elle disait que c'était un muscle, mais en fait, il dit que c'est pas un muscle. Et en fait, c'est trop bizarre. Le mental, tu peux le travailler, mais tu peux pas vraiment le masser, tout ça. Enfin, il prend vraiment une ampleur un peu, je veux dire, spécifique. Mais ouais, enfin, voilà. Avant de revenir éventuellement sur les terrains, vous êtes revenu voir vos coéquipiers à un moment donné dans les vestiaires lors d'un match amical à Lausanne, à la Tuilière. On voit d'ailleurs des images à l'écran. Ça vous évoque quoi, ce moment? Ça vous a fait quoi de vivre ce moment-là avec vos coéquipiers? Bah, je crois que c'est l'aspect humain, en fait. C'est vraiment l'aspect humain. C'est des visages que j'ai côtoyés et on avait vraiment on a un groupe qui est extraordinaire. J'ai eu leur soutien, j'ai eu des messages de leur part. Et c'était aussi un échange que j'ai eu avec eux. Et je crois qu'ils étaient là, présents. Enfin, ils me connaissent aussi comme je suis. Et en fait, de voir leur visage, ça m'a fait énormément de bien. Et en plus, c'était votre anniversaire. Ouais, exactement. Je crois que il y avait peut-être 2 jours avant. Ah non, je crois que c'est le samedi en fait. Ouais, c'était le jour J. Ouais, c'est mon anniversaire. Je faisais 34 ans. Puis en fait, je vais pas dire que c'est une famille, mais en fait de revoir leur visage, leur sourire, et en fait aussi d'un message pour eux qui doivent se battre dans la vie. S'ils ont des buts ou en fait ils ont un bon niveau, tout ça, puis ils doivent pas être frustrés pour. Ils sont en bonne santé, ils peuvent faire n'importe quoi. Il n'y a presque aucune limite. Et du coup, enfin voilà, c'était ce que je leur souhaitais, même pour la fin de saison, puis le début de la nouvelle saison, quoi. Alors, la saison, on y reviendra sur notre antenne. Hein, c'est toujours un des sports qu'on suit en priorité. Mais aujourd'hui, en ressortant un peu du foot, vous avez envie de dire quoi aux personnes qui vivraient aujourd'hui la même situation ou une situation comparable que celle que vous viviez à la fin novembre? Ce que j'aimerais leur dire, c'est que déjà qu'ils doivent en prendre conscience en fait, du cerveau, de se protéger, tout, c'est important. Puis s'il leur arrive, après chacun est différent, va se rétablir en fait de sa manière. Et puis en fait, moi mon message c'est un peu que aujourd'hui j'ai un message un peu pas positif, mais en fait il y a pas grand chose qui est impossible. En fait j'ai eu beaucoup de positivité en fait dans la manière de voir les choses, que en fait que ce soit un étudiant ou un joueur de foot ou peu importe, une personne vous qui travaillez, enfin on n'a pas trop de limites en fait de donner son maximum puis d'ouvrir l'espace. Enfin, j'ai vraiment un truc mentalement qui s'est ouvert. En fait, j'ai compris aussi un peu le fonctionnement du cerveau. Et en fait, j'ai vu en ramassant un coup, tant que j'avais plus marché après 34 ans où je marchais, et j'ai vu l'importance en fait des connexions en fait. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que à des personnes qu'en fait il y a rien qui est impossible. Si vraiment tu donnes les moyens, tu travailles. Et je dis pas de brûler la ficelle des deux côtés mais vraiment de protéger. Je dis pas de faire tout le temps la fête ou tout ça, mais de trouver un équilibre. Et
avec la tête, bien réfléchir et en fait, il y a tout qui est ouvert, quoi. Mais je parle sur ce principe. Et j'ai aussi, je veux juste rajouter un truc, c'est par rapport aux gens que je vois beaucoup. Et je leur dis vraiment de profiter des fois des moments en fait, avec les gens qu'ils aiment. Et c'est une phrase qui m'est beaucoup revenue, enfin, que j'ai partagée aux gens. C'est vraiment des moments où, quand tu es avec les gens que tu aimes, bah, il faut profiter vraiment. C'est vraiment important. Alors, si je comprends bien, on ne va pas trop vous revoir sur les réseaux sociaux? Je crois pour l'instant, non. Je fais une coupure. Je vais donner le maximum dans ma vie. Et les réseaux, j'avais un peu... pas pour montrer, mais je montrais un peu mes résultats de sport ou mes promotions, enfin, quand on est même avec Nyon. Et puis, en fait, je crois que j'ai pris du recul. Puis, en fait, ça ne va pas changer mes objectifs. Mais peut-être même mettre moins en avant sur les réseaux, puis garder peut-être un peu pour moi, puis partager avec ma famille. Puis voilà. Merci beaucoup, Adriano. Merci à vous. Votre témoignage, votre disponibilité et votre franchise. Merci beaucoup. On espère vous revoir bientôt sur les terrains, ouais. si possible. Mais même si ce n'est pas sur les terrains, avec cette attitude-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez votre temps. Ouais. C'est fini pour cette émission. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Andrea Braslopo pour une nouvelle édition de Fais voir ta région. Salut tout le monde.